Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Hello Gaëtan, comment vas-tu ? Salut Baptiste, je reviens de vacances donc tout va bien. Effectivement, on se parle, on est le dernier jour du mois d'août. Moi aussi, je reviens de vacances. Je suis ravi de t'accueillir dans Learning by Doing aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui peut faire un peu peur, un gros mot, qui est celui des sciences cognitives. Puisque toi, Gaëtan, tu es le fondateur et le CEO de Cogix, qui est un cabinet de conseil, une agence de conseil qui est spécialisée sur ces sujets et qui accompagne les organisations dans la prise de conscience autour du sujet et l'accompagnement des équipes, des individus dans ces organisations pour s'assurer que tout se passe bien et faire en sorte de bien, alors comme vous le disiez, faire fructifier, en tout cas de révéler le capital cognitif des individus dans les organisations. Exactement. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Petit teaser, on va préparer un petit peu l'entretien. On va parler, je pense, de charge mentale, de charge cognitive. On va parler de ce qu'on appelle aussi les biais cognitifs, de voir ce qu'il y a derrière ce jargon, de voir effectivement comment s'en prémunir, si tant est qu'il faille s'en prémunir, comment éviter aussi de tomber dans la paranoïa autour de ce sujet-là. Et puis on parlera aussi un petit peu d'expérience apprenante, puisque je crois savoir que vous travaillez pas mal le sujet, de dire tiens, comment on peut rénover notre approche du learning en prenant en compte ce sujet des neurosciences, des sciences cognitives. Voilà le programme. Pour commencer, Gaëtan, je te donne la parole et je te propose de te présenter en quelques minutes, présenter Cogix aussi, nous raconter ce que vous faites. Ok, t'as déjà bien commencé à le faire. Merci pour l'invitation, Baptiste. Donc pour ma part, je viens du champ initialement des neurosciences. On aura le temps de bien définir neurosciences et sciences cognitives, je pense. Moi, j'ai fait un doctorat en neurosciences dites intégratives. Donc j'étais au croisement de l'analyse des populations de neurones et du comportement animal. Je travaillais plus précisément sur les mécanismes de consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Donc il y avait déjà un lien avec l'apprentissage, même si c'était un niveau très très fondamental. Et après ces 5 années de recherche, j'ai eu une envie de plus d'application, et j'étais pas le seul dans ce cas-là, puisque Marie Lacroix, avec qui j'ai fait ma thèse, et Emma Villarem, on était tout un collectif de jeunes chercheurs à vouloir ouvrir un peu les portes des labos. Et par un certain nombre de hasards et de rencontres, on a commencé à s'intéresser au monde du travail, au monde de l'entreprise. La question de la charge mentale a été la première à nous être posée. C'était il y a de ça 5 ans, où les entreprises se disaient, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de sacrifier pour plus de collaboration en permanence un certain nombre de fonctionnements cognitifs? Est-ce qu'on n'est pas en train de générer de la fatigue? Et donc, on a commencé à tirer ce fil-là et à faire des ponts entre les connaissances issues des laboratoires de recherche et les problématiques de l'entreprise. Et on a créé l'agence Cogix il y a de ça 4 ans. On est maintenant une petite dizaine dans l'équipe, dont 6 docteurs en psychologie cognitive, cognition sociale et neurosciences. Et comme tu l'as très bien résumé, on accompagne les organisations pour révéler, préserver les ressources cognitives de leurs salariés par différents moyens, soit de la formation, soit du conseil. Donc soit plutôt une approche individuelle, soit une approche plutôt organisationnelle pour améliorer les méthodes, les espaces, les outils qui sont mis à disposition des salariés. C'est super clair. Alors peut-être plus concrètement, le genre de mission. Alors sur la formation, on va, je pense, y passer un peu plus de temps. Mais sur la partie organisationnelle, c'est quoi ? Vous faites des interviews, des baromètres, des audits ? On va essayer de mélanger un peu tout ça. On pourra en reparler. Là, on est en train de développer et de sortir une application, un outil justement qui va permettre de faire un baromètre du capital cognitif d'une certaine manière et des enjeux comportementaux, mais des missions assez précises. On a pu accompagner Welcome to the Jungle dans l'évaluation du passage à la semaine de 4 jours, par exemple. Donc là, on va utiliser
concepts, mais aussi des outils issus de la recherche pour finalement, si je devais le résumer, rentre un peu par une formule un peu marketing, mais rendre visible l'invisible. Tous ces enjeux cognitifs, voire comportementaux, la façon dont je vais réguler mes émotions, la façon dont je vais prendre des décisions, dont je vais me concentrer, le niveau de fatigue que je vais avoir, sont finalement des thématiques et des notions clés au travail, mais on est incapable de les mesurer. On est incapable de mettre des choses, des KPIs là-dessus, et donc avec les outils, on va amener justement un peu plus de rigueur sur ces sujets-là. Et après, ça peut être sur des dimensions tout autres. Là, on a conçu pour direction interministérielle de la transformation publique tout un parcours de formation sur les nouveaux modes de travail. On a accompagné des entreprises dans la conception de nouveaux espaces de travail, notamment en flex office, pour prendre en considération les besoins et les comportements. Là, on est en discussion avec certains groupes sur les prises de décision éco-responsables dans les organisations, comment réduire les biais et maximiser ces prises de décision. Donc en fait, ça peut être assez large, les missions de conseil. L'objectif, c'est globalement d'adapter l'entreprise au fonctionnement du cerveau. Ok, c'est super clair. Alors, avant de voir effectivement le sujet de la charge mentale, notamment sous le prisme du travail à distance, des 2 dernières années qu'on a vécues aussi, où il y a eu pas mal de rooms sur le sujet, et puis peut-être d'une prise de conscience, tu nous diras aussi. J'ai l'impression quand même que les choses ont beaucoup bougé ces 2 dernières années sur le sujet. Je voulais revenir, tu m'as repris tout à l'heure, je sais pas si j'ai fait un abus de langage, mais j'ai un peu confondu neurosciences et sciences cognitives. Alors docteur, c'est quoi la différence entre ces 2 concepts? Ouais, en fait, je pensais à ça en t'écoutant. Merci d'avoir utilisé sciences cognitives. Le gros mot, je dirais, s'il devait y en avoir un, ce serait plutôt neurosciences. Ça fait 5 ans qu'on les voit utilisés à tort et à travers, dans tous les sens. Je vois passer des conférences sur le neuromarketing, évidemment. J'en ai vu sur le neuromanagement, sur le neurotourisme, comme si finalement, en allant mieux comprendre les mécanismes moléculaires qu'il y a dans notre crâne, on serait plus à même de manager une équipe ou de créer des hôtels. Neuro is the new smart. Ouais, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est un peu ça. En fait, les neurosciences vont s'intéresser à comprendre le fonctionnement du cerveau en tant qu'organe et des comportements qui va pouvoir générer. Les sciences cognitives ont un prisme beaucoup plus large. C'est une approche pluridisciplinaire dans laquelle on va retrouver les neurosciences, mais aussi la psychologie cognitive, la cognition sociale, la philosophie, l'intelligence artificielle. Donc, ce sont toutes les disciplines qui visent à comprendre le fonctionnement du cerveau et du comportement humain. Et là où il y a une réelle valeur ajoutée des sciences cognitives, c'est qu'elles vont donner finalement un nouveau regard sur un certain nombre de comportements, sur un certain nombre de problématiques, et les neurosciences très souvent ne peuvent pas y répondre toutes seules. Si je t'explique comment fonctionne un neurone, comment va être stocké un souvenir, ok, c'est très bien, on va pouvoir favoriser l'ancrage avec l'amélioration du sommeil, mais derrière, si on ne s'intéresse pas aussi aux questions de confiance en soi, aux questions de leadership qu'il va y avoir, à tous les enjeux de cognition sociale qui vont s'intégrer dans une salle de formation ou dans tout échange et toute interaction, en fait, ça sera pas très utile et on va pas atteindre les objectifs. Donc, il y a un effet, et d'ailleurs, ça a été montré, il y a un effet cerveau, c'est-à-dire que si je te donne une information et qu'à côté, je mets une image de cerveau, une image d'IRM, tu vas avoir plus confiance dans l'information que je te donne, quelle qu'elle soit. Donc, il y a un argument d'autorité extrêmement fort attaché aux neurosciences. Malheureusement, il va être trop souvent utilisé. Ça va conduire à des messages assez simplistes comme cerveau gauche, cerveau droit, par exemple. Des personnes qui seraient nées comme étant plus cerveau gauche ou d'autres plus cerveau droit, et donc qui seraient plus créatives ou plus rationnelles. Mais derrière, je trouve que c'est assez dommageable parce qu'il y a une forme de déterminisme qui y est associée, alors que ces données-là, on le sait maintenant, sont fausses. Elles ont été débunkées par la communauté scientifique, mais elles continuent à être utilisées par un grand nombre de consultants et de coachs aujourd'hui. La puissance des mèmes sur Internet, c'est exactement le sujet. Il y a un truc que je trouve assez fascinant derrière, c'est un peu ce que tu viens de dire. Alors, je veux bien ton avis là-dessus, je vais essayer de le formuler avec mes mots, mais je suis pas sûr d'avoir le bon. C'est comment tu arrives à faire le lien entre des phénomènes physiques, qui sont vraiment le fonctionnement de notre cerveau, même chimiques, enfin, c'est des choses qui se passent dans notre cerveau, et des choses plus, alors, je sais pas si c'est psychologique, de l'ordre de l'émotion. Je pense que c'est un truc qui, alors, je sais pas si c'est une zone grise, mais pour le grand public, en tout cas, c'est vraiment un truc qui est un peu compliqué, enfin, qui est vraiment compliqué.
surtout, enfin, moi je suis ingénieur de formation, donc je suis plutôt très cartésien, de dire bah tiens comment est-ce qu'il y a vraiment un lien direct, est-ce que tout est expliqué là-dessus, ou est-ce qu'il y a encore un champ d'investigation hyper large sur ces sujets? Le, le champ, il est évidemment encore très large puisque les neurosciences ont une cinquantaine d'années. Il y a eu un essor incroyable grâce à l'IRM notamment, grâce à un certain nombre de technologies, mais c'est une science qui est très très jeune comparée à la physique, par Mm. exemple, ou à la chimie. Donc il y a énormément de choses qui doivent être encore investiguées, mais on commence justement à créer des liens de plus en plus. Pour l'exemple des émotions, on va être capable de voir que finalement c'est un réseau, enfin un ensemble de réseaux de neurones dans le cerveau qui va s'activer en face à des dangers. En fait, une émotion, elle survient parce que ton organisme détecte un danger dans ton environnement et elle va te permettre de mobiliser un certain nombre de ressources, mais il va y avoir un coût caché. Et ce coût caché, ça va être que, par exemple, prendre des décisions, ça va être une fonction qui va être parfois un peu diminuée face à une émotion. Et donc, il faut que tu attendes que l'émotion diminue, et ça, on est capable de le mesurer aujourd'hui dans le cerveau, de voir cette vague, entre guillemets, électrique et émotionnelle, pour pouvoir prendre une bonne décision. Donc, on commence à faire les ponts. Maintenant, et c'est aussi une autre chose importante, je pense, à préciser, la science avance par doute, elle avance en se trompant. Donc, ce qu'on a montré hier, peut-être que dans 5 ans, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas complètement comme ça que ça marche. C'est pour ça Mm. qu'il faut aussi, et parfois ça manque, il faut aussi faire preuve d'humilité sur toutes ces choses-là qui nous semblent extraordinaires et qui nous permettent d'apporter justement pour tous les esprits cartésiens un peu de concret et de se dire, OK, c'est bon, ça me rassure, je vois comment ça fonctionne. Mais peut-être que dans 5, 10 ans, on aura d'autres explications. Ok, ouais, c'est super clair. Merci pour l'explication complémentaire. Le sujet de la charge mentale, c'est un sujet qui remonte de plus en plus, alors qui était là avant la période Covid, dont on sort. Enfin, en tout cas, on s'est On espère. sauvé. Ça a Au moment où on se parle, en tout cas. l'air plutôt derrière nous, qui a vraiment transformé à la fois le rapport au travail, mais aussi la façon de travailler. Euh, pour le bien d'une certaine manière, puisque plus de flexibilité, peut-être certains d'entre nous ont trouvé un meilleur équilibre entre le pro et le perso, mais qui a eu aussi je sais pas si c'est dommages collatéraux. En tout cas, il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de cette charge cognitive, cette charge mentale. De quoi on parle concrètement? Mmh. C'est une fatigue qui est accumulée, une hyperconnexion, notamment liée au développement des outils de visio, des outils de chat quasiment en temps réel, que sont des Slack, des Teams, des choses comme ça. Ça, déjà, je vais te demander de me confirmer, infirmer, en tout cas peut-être Mmh. moduler ce que je dis. Est-ce que vous le vivez au quotidien? Et globalement, aujourd'hui, qu'est-ce que les sciences cognitives peuvent nous apprendre là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place, que ce soit en termes de mesure de cette augmentation de charge, ou même en solution que vous pouvez mettre en place avec vos clients sur ces sujets-là? Question est très large. Globalement, la thématique, c'est charge cognitive. Quel est ton... Comment faire? Ouais, comment faire? Quel est Euh, le mode d'emploi? ouais, il y a, alors il y a plusieurs choses que tu as évoquées déjà sur la charge mentale en fait en tant que telle. La charge mentale déjà, c'est pas, faut bien dire que ça n'est pas un problème. C'est un concept qui a été théorisé dans les années 80, c'est encore assez récent et qu'on pourrait expliquer comme étant le coût de traitement d'informations pour notre cerveau. Donc en ce moment précis, j'ai une charge mentale qui est générée par toute l'énergie que doit dépenser mon cerveau pour pouvoir essayer de répondre correctement à tes questions. Donc analyser ce que tu es en train de me dire, aller chercher en souvenir des choses qui pourraient être utiles. Le problème, c'est quand on passe à un état de surcharge, c'est-à-dire que notre cerveau, et notamment une fonction qu'on appelle la mémoire de travail, qui est une mémoire à très très court terme, n'a plus Mmh. la capacité de stocker toutes les informations et de traiter toutes les informations sur un temps court. Donc, et là, il va y avoir un lien avec ce que tu évoquais, qui est la notion d'hyperconnexion. L'explosion des outils digitaux et l'explosion des sollicitations conduit ma mémoire de travail à être en saturation de manière de plus en plus, enfin de façon de plus en plus continue dans le temps. Le cas typique de l'ordinateur avec la boîte mail et Slack qui sont ouverts et des canaux dans tous les sens qui viennent me bombarder d'informations va générer une surcharge tout simplement parce que ma mémoire de travail ne peut pas traiter plus d'une dizaine d'informations en même temps. C'est pour donner un exemple, c'est par exemple les numéros de ta carte bleue ou un numéro de téléphone. C'est pour ça qu'on va aller les grouper en paires ou en triplettes, parce que ça permet à notre mémoire de travail de réduire le nombre d'informations à traiter. Cette surcharge, elle va avoir un certain nombre de conséquences à très court terme, c'est-à-dire que
Dès que je vais basculer dans un état de surcharge, j'ai mon cortex frontal qui va avoir plus de mal à fonctionner. Et à partir de là, je vais avoir une plus grande difficulté à réguler mes émotions, à prendre des décisions, à me concentrer, à rester sur la tâche en cours. Et donc, en cascade, ça va être finalement toute mon efficacité qui va être perturbée. Donc, ce phénomène-là, on l'observait évidemment avant le Covid, notamment dans tous les environnements ultra digitalisés. Mais maintenant, le digital est devenu la norme. Enfin, les environnements digitaux, voire purement digitaux, sont devenus la norme des environnements de travail. Et donc, évidemment, les contextes et les situations de surcharge mentale explosent. On le voit, nous, sur toutes les demandes des clients qu'on accompagne, que ce soit des PME, ce qui est assez rare, mais surtout des grands groupes, où il y a finalement une saturation complète de la part des salariés qui ressentent qu'ils n'arrivent plus à faire les tâches efficacement. Et le problème qu'on observe de plus en plus, c'est que finalement, ils sont dans une telle pression et urgence permanente qu'ils n'arrivent même plus à se donner du temps pour trouver des solutions. Et il y a une forme de fuite en avant. Je prends l'exemple de la réunion qui est très associée à ça, mais on voit des équipes dans lesquelles les personnes sont en réunion de matin jusqu'au soir. Ils vont sauter d'une visio à une autre. Et ça va amener un autre mécanisme qu'on mélange souvent avec la question de surcharge mentale, un autre phénomène qui est la question de la fatigue mentale, qui va apparaître naturellement dès qu'on va passer du temps sur une même tâche. Et ça, des travaux qui ont été publiés juste cet été par une équipe de chercheurs à Paris montrent qu'en fait c'est dû à une accumulation de glutamate. Donc là, j'ai parlé vraiment de neurosciences, mais d'un neurotransmetteur dans le cerveau qui deviendrait toxique lorsqu'il est accumulé de manière trop importante. Et donc je vais avoir une diminution naturelle de mes capacités. Un autre phénomène associé à ça qui est capital, c'est que la surcharge mentale, comme la fatigue mentale, notre cerveau n'a pas de signal d'alerte. C'est-à-dire que le moment où je vais commencer à être fatigué, j'ai pas une crampe au cerveau qui va arriver, ou alors si elle arrive, c'est qu'en réalité il est déjà bien trop tard et que ça fait longtemps que je suis dans les choux. Ça fait longtemps que je suis pas en capacité de prendre une bonne décision. Ça fait longtemps que je mémorise plus une seule information de mon PowerPoint que je suis en train de potasser. Et c'est pour ça qu'il faut finalement, en termes de solutions, de mode d'emploi, il n'y a pas vraiment de fiche pratique, mais je dirais que d'une part, il faut aider les individus à mieux se monitorer, à faire ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire à rentrer dans une culture dans laquelle le plus régulièrement possible, ils vont se poser la question de se dire, est-ce que là, je suis assez attentif pour faire cette tâche? Est-ce que là, c'est la rentrée des classes, j'ai passé une nuit toute pourrie, les enfants sont stressés, est-ce que vraiment c'est le moment pour prendre cette décision? Est-ce qu'il faudrait pas que je la reporte à la semaine prochaine? Est-ce que là, je suis pas trop émotif à la sortie de cette réunion pour aller avoir un entretien avec mon manager, etc., etc. Donc ça passe par de la formation, par de la communication et par de l'acculturation. Il faut que les individus apprennent à comprendre comment ils fonctionnent, mais il faut aussi qu'ils soient dans une culture d'entreprise où cette connaissance-là, ils peuvent en faire quelque chose finalement. Nous, on le voit on va les former à mieux réguler les émotions. Si derrière, je reviens le lendemain dans mon équipe et qu'en fait, les émotions, c'est un non-sujet, on a interdiction globale d'en parler. Concrètement, ma capacité d'agir, elle se rapproche de zéro. Et du coup, le deuxième levier d'action, c'est d'agir sur les environnements de travail, sur l'organisation, pour que justement, on puisse transformer cette connaissance et cette prise de conscience en action réelle au niveau de l'équipe. Je te rejoins totalement sur ce sujet. Alors, c'est pas tellement sur la gestion des émotions que je l'avais, mais un de nos sujets un peu, alors je sais pas si c'est best-seller, mais en tout cas, un sujet qui est régulièrement demandé, c'est la gestion du temps, qui revient à peu près la même chose, hein, parce que c'est un sujet d'organisation. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est oui, on peut vous former là-dessus. Il y a plein de méthodes qui existent en réalité. On peut vous former. Je pense qu'il y a des concepts. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur les quelques recettes là qu'on va ressortir à chaque fois là-dessus. J'en parle juste après. Mais nous, ce qu'on dit, c'est on peut faire ça. On peut vous apprendre à être plus efficace, faire attention à votre niveau d'énergie, faire attention à ça. Mais à la fin, ça reste un sport d'équipe. Donc si vous le faites sans en parler autour de vous et sans mobiliser vos collègues, bah en fait ça va marcher un jour, une semaine, peut-être un mois, mais après ça va exploser en vol, simplement parce que si vous partagez pas vos repères, partagez pas vos réflexes, partagez pas vos habitudes sur ce sujet-là, bah ça va juste pas fonctionner, quoi. Ouais, le pire, c'est que il peut y avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire que finalement, ça va, in fine, ça va participer à créer un sentiment d'impuissance. Où je me dis, ben moi j'ai essayé, moi je me suis formé sur la gestion du temps, j'ai essayé de mettre en place plein d'outils, plein de canevas, plein de choses super.
et en fait, j'y arrive pas. Et donc, après plusieurs tentatives, je vais considérer que l'erreur, elle vient de moi et qu'elle vient pas du collectif ou de l'environnement. Ce que, ouais. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire aussi, quand tu disais, je trouve ça hyper intéressant, t'as pas une crampe au cerveau quand tu commences à être en situation de fatigue. J'avais pas cette image, mais je la trouve très bonne. Euh, Moi, je rapproche ça d'un truc, c'est de dire, oui, il faut pas. Enfin, en gros, c'est plutôt une question de, oui, il faut s'écouter, mais en fait, c'est pas seulement s'écouter, c'est créer une sorte de système, Hmm. routine, système, équilibre, manière de travailler, agenda par défaut. Enfin, on peut vraiment utiliser le terme qu'on veut. Se dire, bah, en fait, oui, c'est une course de fond, donc globalement, il faut qu'il y ait un système et il faut qu'on reste un peu discipliné dans le système si on veut tenir la distance, quoi. Mais ce Si qui on veut est, pas attendre le moment où on est déjà, où c'est déjà trop tard, enfin, la journée elle est pliée parce que j'arrive plus à réfléchir, quoi. mais ce qui est intéressant avec cette notion, c'est que on tourne pas mal autour de ça nous, depuis quelques temps. Finalement, elle va à l'encontre de l'ultra flexibilité qui est apportée par le travail hybride et que tout le monde demande a priori. Tout le monde aujourd'hui a envie de se dire non mais moi j'ai pas envie. Un agenda par défaut, ça fait chier tout le monde. Je veux dire de commencer sa semaine en se disant je sais que tout va être processé et finalement je vais pas laisser de place à l'incertitude. Il y a plein de personnes qui n'en auront pas envie. Et alors même que finalement il faudrait peut-être revenir à une forme de taylorisation mais intellectuelle du travail. Et se dire, bah oui, en fait, je vais commencer ma journée à 8 heures, je vais la finir à 18 heures et je vais m'imposer ça. Plutôt que ce qu'on va entendre de beaucoup de cadres notamment qui vont dire, j'adore parce que maintenant je peux rentrer chez moi plus tôt, m'occuper des enfants et je vais me reconnecter de 22 heures à 23 heures. Sauf que ça, on le sait, et toutes les données le monde, ça va flinguer ton sommeil. Donc, à court terme, tu vas mettre en place ce système ou ce non-système, tu vas même le valoriser, alors qu'en fait, à court terme, il va être extrêmement coûteux pour toi. Mm. Je te rejoins, nous on l'a formalisé en disant on va aider les équipes à retrouver un cadre. Parce qu'en fait, Mmh. on s'en rend pas compte, mais le bureau, il y a un nombre de codes par défaut. De dire, enfin, ne serait-ce que les horaires du déjeuner, les horaires de la pause café. Alors tu les suis pas, mais ça donne un cycle. Enfin, ça donne un cadre au travail. Et si tu fais pas gaffe à ça, effectivement, t'es déjà plus dans. Je pense qu'il y a un truc dans la flexibilité quand même, c'est que effectivement, on se sent moins imposé des choses. Même Mmh. si dans la réalité, on est connecté en visio, on peut se retrouver connecté en visio de 8h30 à 19h30, voire même plus tard. Que c'est pas bon non plus. Là-dessus, on parlait avant de l'expérimentation qu'on a menée sur le feedback et la notation. Là, on vient d'en terminer une qui sera le documentaire sera publié, je pense, quand tu t'enverras le podcast, dans laquelle justement on a expérimenté de remettre un cadre, mais très strict. On est 3 agences à travailler ensemble dans le même, on appelle dans le même écosystème. Au total, c'est une petite trentaine de consultants et les règles pendant 3 semaines, ça a été tout le monde arrive à 9 heures, repart à 18 heures, pas une minute de plus. Pause collective imposée à 10h30 et à 15 heures. Pause déjeuner collective imposée également. Silence complet dans l'open space. Dès que tu allais à l'encontre d'une de ces règles, tu prenais un blâme. On avait un contremaître chaque semaine qui était là pour s'assurer que les règles étaient respectées. Et au bout de 3 blâmes, tu avais une punition qui t'était donnée collective. Et, euh, et en fait, on a testé ça en se disant justement, ça va un peu à l'encontre de la flexibilité qu'on souhaite aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont détesté l'expérimentation dans les 3 boîtes. Mais globalement, tout le monde ressort quand même en se disant, bah, c'est vrai que d'arrêter de bosser à 18 heures, ça fait du bien. Et en fait, si c'est pas imposé par un cadre, je le fais pas. On est tous consultants, donc on va tous déborder. Et une chose qui était assez intéressante, je trouve, c'est la notion des pauses collectives où en fait, ça paraît quand même, enfin, c'est clairement le monde d'avant-avant, de se dire, on va passer en pause collective, on avait une cloche, et 10h30, comme à l'usine, c'est parti. On débraye. Ouais, tout le monde ferme son ordinateur, et puis on va tous se serrer dans la cafétéria et interdiction de parler boulot. Et le contremaître était là à veiller. Mais en fait, ça a permis de générer un lien social de dingue en seulement 3 semaines. Et pourtant, c'est un Mm. cadre que personne ne voudrait adopter aujourd'hui. Enfin, je pourrais parier dans n'importe quelle boîte, si tu dis on va vous imposer des pauses collectives dans la journée, les gens, tu les recrutes pas. Ouais, mais c'est aussi un sujet du télétravail. C'est de dire, enfin, quand tu regardes toutes les études, je sais pas, c'est Buffer chaque année là, qu'on sort une plutôt pas mal sur un état des lieux du travail en remote. L'isolement est quand même le truc et le manque d'interaction est quand même le truc qui revient le plus dans les obstacles, quoi. Ouais.
Donc voilà. Il y a sans doute un entre-deux à trouver ou une temporalité, de dire peut-être 3 semaines comme ça, 3 semaines plus Il va libre. falloir qu'on positionne le curseur. Je pense que là, mais d'ailleurs, on voit des boîtes qui sont en train d'y revenir, hein, sur la notion du télétravail. Euh, on est passé d'un extrême à l'autre et maintenant, il faut revenir, il faut trouver le point d'équilibre. Ouais. Qui sera pas le même d'ailleurs selon les organisations, c'est ça qui est aussi intéressant, même selon les équipes dans les organisations. Je veux bien qu'on revienne sur l'expérience dont tu as parlé hyper rapidement, tu l'as teasé à l'instant. C'est quand? C'est cette année que vous avez mené ça? Le sujet, la guerre des étoiles. Ouais, ça doit faire à peu près un an. Ok, donc on passe sur un autre sujet là qui est plutôt effectivement sur la communication interpersonnelle et le fait la façon dont dont on se fait du feedback, que vous avez poussé jusqu'à un extrême qui est c'est un peu celui du beurre et de la nouvelle économie, qui est de dire en fait on va voter, on va noter chacune de nos interactions. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quel était l'objectif caché derrière caché, tacite ou explicite derrière cette petite expérimentation que vous avez faite? En fait, l'objectif, il était comme pour cette histoire du cadre, c'était on est bien placé pour, on observe en tout cas des évolutions du travail comme toi avec les clients qu'on accompagne et on observe des choses qui pourraient conduire à des dérives et on se dit finalement ici on tirait le trait au maximum et qu'on l'expérimentait chez nous. Et comme tu l'as dit, on voit la question du beurre, on voit la question de Malte, des freelances où maintenant même dans le travail tu peux être noté. Et donc on a conçu un petit outil où chaque jour tous les membres des 3 agences devaient à la fin de la journée aller sur l'outil et évaluer, mettre une note à chacun de leurs collègues ou managers avec qui ils avaient eu une interaction. Donc typiquement, on a ce podcast, à la fin, je vais décider que c'était agréable, que tu m'as permis de décaler d'1 heure parce que j'avais un souci de micro, je vais te mettre 5 sur 5 et peut-être que toi en retour, tu me mettras 2 sur 5 parce que tu n'étais pas content. Et à cette note était associée la possibilité de laisser un commentaire en 140 caractères façon Twitter. Honnêtement, comme pour le cadre, on est beaucoup à y être allé à reculons, en se disant mais ça va être un calvaire. Et surtout, on n'a pas envie en fait. On va rentrer dans une ère de la suspicion, ça va venir fausser les interactions. Et en fait, moi j'ai bien aimé l'expérience, notamment parce qu'elle nous a forcé à se donner du feedback, ce qu'on fait jamais. Et elle nous a forcé à se poser la question de comment est-ce qu'on se comportait avec les autres. À se dire finalement, quand moi j'envoyais un feedback à quelqu'un, que ce soit un de mes associés ou un des collaborateurs, je me disais, mais ça me forçait à faire un peu de vue rétrospective sur la réunion et se dire, mais en fait, je suis en train de l'évaluer lui, mais comment moi est-ce que j'ai été? Et surtout, particulièrement avec mes collaborateurs, quand j'observais un comportement qui pouvait me conduire à baisser la note, je me demandais si moi-même j'avais pas été responsable de ça. Je prends un exemple, un collaborateur qui avait pas forcément rendu un livrable au top à un client. En fait, est-ce que moi je lui avais bien donné le brief pour qu'il puisse y parvenir? Donc en fait, par ce simple acte d'aller noter, ça vient questionner énormément de choses dans le rapport à l'autre et dans la responsabilité qu'on a aussi des interactions et du travail de nos pairs. Ça, c'est un des premiers enseignements que j'ai trouvé assez intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on s'est tous mis des bonnes notes. Globalement, alors je sais pas si c'est inhérent à notre écosystème, mais c'est là où tu te dis, ça a quelque chose de rassurant dans l'univers, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors je sais pas si les nouvelles seront un peu plus positives dans 3 mois quand le podcast sortira, mais là, cet été, c'était quand même pas génial. De te dire, en fait, ouais, la base des interactions, c'est quand même la bienveillance. Et de se mettre des feedbacks positifs. Et aussi, peut-être une dernière chose qui est intéressante, c'est qu'on va avoir tendance à beaucoup focaliser le feedback sur le négatif. Et en fait, et notamment moi en tant que manager, il y a plein de moments où je vais pas prendre le temps de faire un feedback positif à quelqu'un après une réunion, juste lui dire, en fait, ouais, c'était cool la manière dont tu nous as présenté les choses lors de cette réunion. Voilà pourquoi j'ai trouvé ça intéressant. Et là, encore une fois, ça remettait un cadre. J'avais comme responsabilité quotidienne d'aller faire un feedback, que celui-ci soit positif ou négatif, aux personnes avec qui j'avais interagi. Et c'était dans les deux sens. Donc moi, en tant que manager, je pouvais prendre aussi des scuds de la part de membres de l'équipe. Hyper clair, merci beaucoup du partage. J'ai une transition toute trouvée pour le sujet dont je voulais te parler, là, qui est celui de
l'expérience apprenante, de dire bah tiens comment on peut rénover ça. Et je vais commencer par une question là sur l'expérience que vous avez fait sur le feedback. Qu'est-ce qui est resté aujourd'hui? Comment tu t'assures que est-ce qu'il y a des choses qui sont restées? Et si oui, bah comment vous avez réussi à ancrer ces choses-là? Parce que là, vous vous immergez pendant des périodes finalement assez courtes. Enfin, je sais pas combien de temps a duré Ça a duré celle-ci, 3 semaines. 3 semaines où effectivement en 3 semaines, t'as la tête à ça et puis tout le monde le fait. Et donc t'as un peu une phase d'émulation. C'est déjà long, hein, 3 semaines. Euh, derrière, est-ce que t'as un mécanisme de je peux pas parler de nudge parce qu'on a déjà eu cette discussion, mais comment tu arrives à quand même garder des choses derrière? C'est alors en toute transparence, c'est le sujet, c'est le prochain sujet sur lequel il faut qu'on bosse en interne. Concrètement, il reste quasiment rien derrière. Et, Ok. et ça, c'est un apprentissage aussi d'une certaine manière. C'est que, alors, si ça nourrit le collectif, clairement, d'aller expérimenter des choses un peu extrêmes ensemble, ça crée du lien social, ça, y a aucun doute. Et en soi, c'est déjà bien. Maintenant, les expés sont tellement radicales que derrière, on va avoir tendance à ne pas les conserver. On est aussi des agences qui n'aiment pas beaucoup les process chez nous. Mais clairement, ça nous montre que finalement, on en revient toujours à cette question de cadre. Si on s'impose pas de se dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on va rejeter de cette nouvelle tendance et qu'est-ce qu'on va transformer en process, ça reste pas. Ou en tout cas, c'est pas en 3 semaines que les choses vont changer. Et donc là, tu vois, je vais avoir lundi, on va avoir notre séminaire de rentrée avec toute l'équipe. Et on est une petite agence, mais ça y est, on commence à se dire il faut mettre en place des process parce que hors des process, je pense que les choses ne s'ancrent pas, ou en tout cas qu'il faut un temps beaucoup plus long que 3 semaines pour que ça se transforme en habitude et en rituel. Ouais, 3 semaines, tu as le temps de la prise de Ouais. conscience. Les premiers temps, je pense que tu as quand même une rétro intéressante à faire. Dire, bah, en fait, ces deux, trois petits trucs-là, faut absolument qu'on les garde et c'est ça que tu transformes en. Enfin, les do ou don'ts d'ailleurs, les choses à garder, les choses à complètement évacuer parce que ça, ça n'a pas reçu l'adhésion des équipes. Mais effectivement, ce sujet du passage à l'action est hyper intéressant. Et là-dessus, tu vois, je pense que c'est les don'ts en fait qui sont pour nous le plus importants. Et pour le coup, quand on accompagne des clients à expérimenter, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent. C'est quand tu vas commencer à en fait mettre en mouvement le collectif, ça va venir rendre visible encore une fois plein de freins dont tu n'avais pas conscience. Mm. Euh, Tu vois, par exemple, nous, la notation, ça a été de se dire, c'est presque un frein, c'est de se dire, en fait, on a du mal à se faire des feedbacks négatifs. Vu que tout le monde s'apprécie, bah, il y a une vraie difficulté à pouvoir se dire, bah oui, là-dessus, t'as merdé et je t'ai pas trouvé au rendez-vous. Et en fait, c'est de tous ces freins qu'il faut construire une feuille de route pour la direction, pour agir sur l'environnement de travail. Mais il me semble que tant que tu crées pas une impulsion et tant que tu forces pas le collectif, comme nous on le fait de façon radicale, mais en tout cas à bousculer les habitudes et à changer les choses, en fait, tu as plein de freins qui ne sont pas apparents, qui sont là, qui viennent empêcher tout le monde de travailler efficacement, de changer les habitudes, mais sur lesquels la direction peut pas faire parce qu'on peut pas agir parce qu'en fait elle les a pas sous les yeux. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça m'évoque un point. Enfin, tu vois, une question un peu méta au cours de notre entretien. C'est là, enfin, alors, vous êtes une petite structure encore, mais je trouve ça hyper intéressant le fait de vous dire, bah, tous les X mois ou tous les X semaines, on se plonge dans des expérimentations. Alors, Hmm. ça nourrit aussi, j'imagine, votre expertise, votre savoir-faire, ce que vous pouvez proposer aux clients. Si moi, alors, chez Team Éclairé, ou moi, par exemple, dans un grand groupe, j'ai une cellule, j'ai une équipe, si je veux me lancer un peu dans ce track-là, de dire, bah, tiens, on fait une sorte de living lab en disant, bah, tiens, on va tester sur nous des choses. Est-ce que tu aurais des conseils, des choses à nous partager et alors soit des barrières, soit en termes de Hmm. communication. Comment tu fais pour que les gens adhèrent au projet global, de se dire bah tiens en fait on vit dans une orga ou dans une équipe où on va tester, on va être un peu nos propres cobayes quoi. Je pense que les facteurs de succès, on va dire là-dessus, le premier c'est de pas écrire les règles à l'avance et de le Ouais. faire avec son équipe.
toutes les équipes qu'on accompagne à expérimenter des choses qui parfois sont toutes simples, hein. Ça va être changer ses pratiques de connexion, aller tester, de supprimer des réunions et tester des nouveaux modes de feedback, etc. C'est que le manager peut avoir tendance au début à se dire, OK, c'est ça qu'il faut qu'on expérimente et c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse. Et à chaque fois qu'on voit des expérimentations qui fonctionnent, c'est quand les collaborateurs peuvent décider eux-mêmes des règles à donner. Ça, je pense que c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de se donner un cadre temporel, ce qui permet quand même, parce qu'il y aura des personnes qui vont être un peu inquiètes, c'est quand même se plonger dans l'incertitude, de se dire c'est pas grave, on va le faire pendant 3-4 semaines. Et dès le départ, de se donner un cadre d'évaluation, de se poser la question de finalement sur quoi ça devrait avoir de l'impact, qui va l'observer et comment on va l'observer. Ça peut être tout simple, ça peut être avec un questionnaire chaque semaine que tu envoies à tout le monde avec forme, ça prend 5 minutes, c'est pas un process de fou, mais pour être sûr de pouvoir capitaliser et de ne pas se retrouver à la fin juste à dire bah ok c'était génial mais concrètement on oublie et puis on n'en fait pas grand chose. Hyper clair. Merci beaucoup pour les tips. Je pense que ça peut être utile à plus d'un de nos auditeurs. Je reviens sur le sujet de la formation parce que c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup. L'expérience apprenante, donc effectivement, c'est qu'est-ce qu'on retient de la formation, 2, qu'est-ce qu'on va réussir à mettre en œuvre. Là-dessus, je crois que vous travaillez pas mal avec pas mal de formateurs, de formatrices, learning managers sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors nous, en fait, historiquement, on a beaucoup accompagné des formateurs dans l'amélioration des modes de formation. En fait, il y a beaucoup de connaissances en sciences cognitives sur la mémorisation. Il y a Stanislas Dehaene qui a fait beaucoup parler de lui, chercheur en neurosciences, qui était au comité scientifique de l'éducation nationale. Et en fait, il a fait un gros travail de synthèse de la littérature qui va nous montrer les piliers de l'apprentissage. L'ancrage, la question du feedback, de l'attention, l'engagement actif, le niveau de difficulté, etc. Et donc, historiquement, on forme soit les apprenants, soit les formateurs à intégrer finalement tous ces piliers dans leur stratégie d'apprentissage ou leur stratégie de transmission. Et on s'est rendu compte, de par ces actions, mais aussi par ce qu'on voit sur le marché tech, par exemple, que beaucoup de ressources en interne, beaucoup de fonds, si on parle de levée de fonds, vont se concentrer sur la formation, sur ta plateforme de e-learning, comment tu fais pour qu'elle soit optimisée. C'est très bien, il faut le faire, mais clairement, ça n'est pas suffisant. Et ce qu'on observe, ou en tout cas sur quoi on réfléchit depuis quelques temps, sans grande innovation, hein, mais c'est de se dire qu'il faudrait peut-être commencer à optimiser maintenant l'amont et l'aval. Comment je fais pour que quasiment dès le recrutement, j'ai envie d'aller me former dans cette boîte? Comment, et ça on le voit après, encore plus après le Covid, on a plein de clients qui nous disent les gens n'ont plus envie d'aller en formation. On travaillait avec un cabinet d'avocats, donc pression et culture du temps et du chiffre très très importante pour amener les avocats en formation. Eux, tout de suite, ils vont se dire, ouais, mais pendant ce temps-là, je vais pas chiffrer, je vais pas facturer. Donc, il faut qu'il y ait une volonté extrêmement forte. Et là-dessus, tu parlais du nudge, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire autour de l'incitation comportementale, aller travailler sur les croyances. Comment je vais communiquer de façon innovante sur ma formation, comment je vais par exemple aller embarquer mon manager avant même la formation des collaborateurs pour que lors de l'entretien annuel ou pluriannuel ou en tout cas d'un échange avec le collaborateur, il aille déjà générer une première motivation. Et ça fait aussi le pont avec ce qui peut se passer après la formation. Typiquement, on parlait des freins où je vais aller me former, puis je reviens dans mon équipe et en fait, je peux pas appliquer. Mais il y en a aussi un autre qu'on entend beaucoup chez les entreprises clientes qui est, je vais me former, mais après, plus personne ne me parle de ma formation. En fait, mon manager, à aucun moment, il va venir me féliciter d'une certaine manière pour me dire, bah tiens, t'as pas été passé une journée en formation, qu'est-ce que t'as appris? Transmette-nous cette connaissance. Et en fait, si j'ai pas cette valorisation-là, moi, je parlais tout à l'heure du sentiment d'impuissance, je vais nourrir progressivement une association presque inconsciente ou inconsciente, je vais commencer à générer une croyance selon laquelle, en fait, aller en formation, à part m'extraire de mon équipe et de mon quotidien, ça ne me nourrit pas. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir valoriser. Et je pense, sans avoir de solution encore, mais que d'aller travailler et d'accompagner les directions sur l'optimisation de l'expérience apprenante au-delà de la salle de formation peut être un levier extrêmement important, mais que je vois assez peu aujourd'hui dans les entreprises qu'on accompagne. Effectivement, le sujet de l'amont, je pense que
C'est quasiment un sujet de marque employeur, en fait. Ouais. Enfin, notamment sur des profils jeunes, où effectivement il y a cette logique de venir apprendre des choses au contact d'experts, mais aussi avec possibilité de se former en interne. Et effectivement, le sujet de l'après, enfin, nous, on le touche un peu du doigt, hein, le sujet de l'après, puisqu'on anime une communauté de managers. Ouais. On voit que c'est vachement valorisé parce que effectivement, on nous dit beaucoup. Ah oui, mais en fait, les rendez-vous, c'est bien, ça réactive, et je vais dès lundi, je m'y mets, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté training sur la durée de dire, bah en fait, oui, la salle de classe, enfin d'ailleurs, la salle de classe devrait pas s'appeler comme ça, mais c'est surtout un sujet de dire, tiens, on a un fil rouge un peu en continu là-dessus. Si on a besoin, on sait où trouver des ressources, et puis surtout, on sait venir se challenger, se mettre à jour sur ces sujets-là. Je te rejoins vachement là-dessus. Le temps file, Gaëtan, l'échange est passionnant. On parlait de gestion du temps tout à l'heure. On est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Mais justement, je garde la main sur le chrono pour être sûr qu'on reste dans les clous. Moi, j'ai quelques petites dernières questions à te poser, plus sur toi. Comment toi tu apprends? Est-ce que tu as des routines d'apprentissage? Est-ce que tu as des trucs à nous partager? Alors, forcément, à biais du survivant, très fort. Question, mais ça m'intéresse un peu aussi de savoir comment. Tu as un cursus universitaire sur le sujet, mais comment tu te maintiens à jour, comment même au-delà de ces papiers de recherche, tu arrives à... J'ai de plus en plus de mal à lire des publications comme je le faisais en thèse. Donc cet apprentissage-là, c'est un problème dans l'équipe, hein. On va devoir en parler justement en termes de process, comment on fait pour continuer à aller des séminaires scientifiques. Enfin, la recherche prend beaucoup de temps à être faite et à apprendre aussi. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus apprendre sur les modes de management, sur le futur du travail, et ça, je le fais beaucoup, soit par la rencontre, soit par l'échange, comme on est en train de le faire là. J'écoute de plus en plus de podcasts, notamment de Mathieu Stéphanie, où ça m'apprend pas mal de choses, de pratiques que je pourrais avoir envie de mettre en place. Et comme on l'a dit avec les expérimentations, en fait, on apprend en faisant, en expérimentant chez nous. Je pense que c'est quand même le meilleur moyen. Enfin, en tout cas, moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour apprendre dans mon activité professionnelle. Pour continuer à me nourrir dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est d'essayer des choses chez nous. Ok. Est-ce que t'es dans des cercles, des groupes de travail, des think tanks, des choses comme ça? Non, il y a deux. Bon, là où on s'est rencontrés, il y a le French Talent Studio qui peut avoir ce rôle-là. Et surtout dans l'écosystème dans lequel on se trouve, en fait, on est 3 agences à s'intéresser par 3 angles différents autour du travail, un angle très management et RH, un angle très orienté autour du digital, et nous un angle autour du cerveau. Et du coup, par toutes les rencontres avec des graphistes, des designers, des consultants sociaux que je vais pouvoir avoir au quotidien, ça permet de nourrir pas mal de réflexions. Ok. Bon, c'est super clair. Je commence déjà à te remercier pour l'échange parce que on a fait 40 minutes et c'est déjà super riche. Je pense qu'il y a plein de petits bouts à partager là-dessus, et c'était vraiment hyper intéressant. Si nos auditrices, nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te... C'est LinkedIn. Je pense que c'est quand même LinkedIn? le plus efficace. Ok, d'accord. Et j'ai une petite dernière question que je pose à tous mes invités. S'il y a quelqu'une qu'il faut que j'interviewe absolument, de tes connaissances, de tes confrères, de tes consoeurs, alors sur un sujet lié au learning et au futur du travail, avec qui il faut que je discute? Tu connais la startup Didask? Oui, de nom. Son Tirili, qui est le fondateur de cette startup, pas tant pour le produit, encore qu'il est intéressant, nous on l'utilise, mais surtout parce qu'il a fait, à la base, il vient de la recherche aussi, on s'est rencontrés par ce biais-là. Il a fait une thèse en économie de l'éducation, et il a une vue sur la formation, sur l'égalité des chances, que ce soit au travail ou dans l'éducation nationale, qui est assez pointue sur plein de sujets. Donc je pense qu'en 40 minutes, ça peut donner un échange très intéressant. Si tu veux, je te mettrai en contact avec lui. Ah bah avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'intro. Je te remercie une nouvelle et une dernière fois, Gaëtan, pour l'échange, parce on a fait court, dense, je pense efficace, plein de bons tips à partager, donc c'est vraiment top. Il me reste à souhaiter une très bonne journée et donner rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs pour un prochain épisode de Learning by Doing. Merci à toi, Baptiste.
À bientôt. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.